peux pas avoir ce discours de dire je sais d'où je viens et d'un autre côté de dire 10 000 € tu peux acheter qu'un garage. Non mais en fait, il faut redescendre sur la vraie vie. Il y a des gens avec 10 000 € qui achètent la résidence de leur vie. La semaine dernière, on a signé un compromis pour un immeuble à 800 000. Cette semaine, on en signe un pour un immeuble à un peu moins de 800 000. En même temps, on achète un appart. La semaine dernière, on a acheté un immeuble à 500 000. T'as des mecs qui, je pense, n'ont pas de cerveau, qui vont te dire « Ah ouais, mais moi, je veux pas me faire chier avec les locataires, donc j'investis en bourse. » Non, mais est-ce que le fait de pas avoir de locataires à gérer, tu es prêt à y sacrifier 50 points de rendement? Mais pour moi, l'immobilier, si tu veux devenir riche à long terme, c'est l'actif le plus prédictible pour devenir riche. Pour moi, il y a deux manières d'investir dans l'immobilier. En fait, il y a entreprendre dans l'immobilier et il y a... Et pour moi, c'est vraiment deux choses différentes. Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce deuxième épisode d'un podcast qu'on anime tous les trois. Je vais laisser mes deux confrères se représenter juste après si vous n'aviez pas vu le premier épisode. D'ailleurs, n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui va s'afficher sur l'écran si vous ne l'avez pas encore vu. Mettez-le dans les « à revoir plus tard » sur votre application YouTube pour être sûr de ne rien manquer. L'idée est très très simple. On est trois mecs passionnés d'immobilier, on a tous eu des carrières précédemment, certains étaient ingénieurs, d'autres travaillaient dans la finance, dans la comptabilité. Moi, comme vous le savez, je suis médecin généraliste dans mon quotidien et on est là pour vous partager un maximum de tout ce qu'on a appris. En cumulé, autour de la table, on est quasiment à 250 opérations, je pense. Ouais, vous en avez fait 120 et quelques, vous disiez tout à l'heure. Alors en lot, en portefeuille, en gros sur notre patrimoine perso, on a un peu plus d'une soixantaine de lots. Okay. Et sur la foncière, en acheté, on est à un peu plus de 60 lots. Et en cours d'acquisition, là, on en a 36 dans les tuyaux. Une petite partie en marchand et 28 en locatif. Ouais. Donc on n'est pas loin des 300 en fait. 130 quasiment. Lots. Donc on n'est pas loin des 300. Ouais, plus proche des 300 que des 250. Ouais. D'ailleurs les amis, avant qu'on commence, on aimerait vous demander votre avis par rapport au nom qu'on va donner à ce podcast. Alors si vous pouvez prendre une minute dès maintenant pour aller dans les commentaires de la vidéo et noter des noms qui vous paraîtraient pertinents. Si vous avez déjà vu le premier épisode, qu'est-ce que ça vous a inspiré? Et on essaiera de sélectionner les meilleurs commentaires et les meilleures propositions de titres pour avoir cette récurrence et que vous puissiez à chaque fois être averti qu'un nouvel épisode est sorti. Thème d'aujourd'hui, alors moi déjà les gars je suis très fier de vous annoncer que j'ai aujourd'hui fait mon premier jour de travail en tant que médecin adjoint en ayant fini tous mes stages à l'hôpital. J'étais en vacances la semaine passée et donc j'ai fait mon premier jour aujourd'hui et j'ai publié une story sur Instagram en me disant ça y est, premier jour après 9 ans d'études, patati patata. Et j'ai reçu plein de questions mais notamment une question qui revient très souvent et j'aimerais vous la poser. Quelqu'un m'a dit « Ouah Tim, trop fort, c'est quoi tes routines pour faire tout ça ?» Et c'est vrai que sur les réseaux sociaux, on entend beaucoup parler de miracle morning, de routine matinale, de routine de soir, de routine de sport et tout. Et vous deux qui avez beaucoup entrepris, qui avez en plus des vies de jeunes parents, tout ça, est-ce que vous avez, et Charles, je te pose la question en premier, dans ta vie de tous les jours, une routine du matin, une routine du soir, en tout cas un truc que les gens pourraient copier-coller pour avoir un niveau de performance plus important? Est-ce que tu aurais un truc à partager là-dessus? Ouais, non, pour le coup, je suis pas du tout en mode il y a une routine spécifique et si jamais il m'en manque un bout, je fais pas ma journée. Okay. Mais non, globalement, je me lève, je fais des étirements, je me douche, je mange, je me mets à travailler. Et si par contre, il y a des choses, sans dire que c'est une routine et que ce soit quelque chose à faire impérativement au quotidien, il y a des choses qui, si je les fais pas, elles me manquent. Par exemple, le fait de faire du sport, c'est important. Donc, sans dire j'en fais tous les jours, mais par contre, si pendant une semaine j'en ai pas fait, ça me manque dans mon équilibre. Le fait de bien dormir, j'ai besoin de dormir 8 heures par nuit. Si je dors 6 heures par nuit, je suis pas efficace. Okay. Donc ça, c'est super important. Tu le ressens dans la journée? Ouais, okay. Complètement. Ouais. Après, je vais arriver à forcer en fait en prenant du café et tout, mais forcer de constater qu'en fait, la création de valeur dans notre travail, c'est aussi et surtout d'avoir des idées, tu vois, oui. De dire que tiens, si ce bien-là on le travaillait comme ça et si on le finançait comme ça et si finalement au lieu de le garder on le revendait, tu vois. Et en fait cette émergence d'idées, à mon sens, elle peut arriver que quand t'es bien réveillé. Et récemment, tu vois, j'en ai eu plusieurs des idées que je vous ai partagées donc à Antoine et Félix, et je me suis noté où est-ce que j'ai eu ces 3 idées. Okay. La première, j'étais à un événement avec les Gentlemen Investisseurs qu'on salue, chez qui t'étais passé aussi, chez qui on est passé. Exactement. C'était où on faisait du karting. Okay. J'ai eu une idée en faisant du karting. Okay. Donc avec Félix, et du coup je vais partager. Et il l'a eu en même temps que moi. C'est ça le truc le plus improbable. Ça, c'est marrant. C'est que je lui ai dit, je viens de penser à ça, il me dit, moi aussi. Le troisième, j'ai pensé chez le coiffeur. Parce que je peux pas avoir accès à mon téléphone. Et du coup, ça serait quand même assez mal poli de commencer à bosser, tu vois, pendant que la dame elle te coupe les cheveux. Et pour le coup, moi je suis pas très bavard avec le coiffeur, donc du coup, elle l'a compris, elle force pas plus que ça. Et bon, t'es là, tu te fais pas asséner d'informations par ton téléphone, tu vas pas les chercher non plus. Et les idées, elles ont émergé à des moments où j'avais pas accès à mon téléphone et où j'étais pas en train de bosser en fait. Ouais, bien sûr. Donc du coup, le fait de dire, tu sais, la hustle culture, tu vois ce que c'est? Tu sais, la culture de l'effort, de se dire, je me mets dans le rouge, je bosse 14 heures par jour, 16 heures par jour, 18 heures par jour, Anthony Bourbon, tu vois. Pour moi, en fait, non, il y a un équilibre, on est humain, on a besoin
Alors, on a des besoins de niveaux différents. Par exemple, Antoine, il a moins besoin de sommeil que moi et c'est une énorme chance. Il y a Kevin qu'on a reçu dans le podcast qui a besoin de 3 heures de sommeil par nuit. Ah, Donc, ça, c'est lui, abusé. Ok. il va avoir une vie beaucoup plus longue que nous. 3 heures, ça serait. Mais il est bien. Hein. Enfin, c'est Ah, bah, normal, ouais. tu vois. J'aimerais. Et J'aimerais. donc voilà, c'est des choses comme ça. Après, c'est aussi le fait, et j'aime pas me laisser déborder, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui D'accord. sont, pour le coup, l'inverse de ce que je viens de dire, des tâches importantes de faire émerger des idées. Bah, un peu l'inverse, tu vois. Le fait de faire l'administratif, les choses qui sont nécessaires, j'aime pas non plus les laisser déborder, tu vois. Je suis capable Ok. de les laisser de côté pour aller faire l'essentiel pendant un moment, mais j'aime bien aussi me poser devant mon ordi, tourner le téléphone, et là, tu bombardes et tu fais tout ce que tu as à faire, et ensuite, c'est clean. Ok, ça marche. Donc, tu dirais que la clé, la réussite au sens large, hein, si je peux appeler ça, c'est d'avoir une bonne hygiène de vie, une hygiène de vie équilibrée entre des périodes de repos, des périodes de travail. J'avais, quand j'étais en première année de médecine, je travaillais le soir dans un foyer catholique. Et je me rappelle avec un copain qui, lui, était hébergé dans ce foyer-là. Et le curé qui nous surveillait le soir, ou le prêtre, je ne sais plus si c'était un curé ou autre chose, je me rappelle qu'il nous répétait tout le temps, mes enfants, dans la vie, c'est soit on se repose à 100%, soit on travaille à 100%. Et je sais que moi, quand je suis 100% au travail, souvent on me reproche « Ouais, Tim, t'as pas répondu sur le groupe WhatsApp ou t'as pas répondu sur le groupe Snapchat de la famille, etc. » On me le reproche souvent, mais c'est vrai que j'ai toujours appliqué cette règle. Alors, est-ce que c'est l'infusion de ce curé à l'époque qui m'a fait penser à ça? Je ne sais pas. Mais est-ce que toi, tu dirais qu'il n'y a pas vraiment de vie perso et de vie pro, mais que c'est une grande vie et que tout est mélangé dedans? Ou tu fais vraiment, tu scindes vraiment les deux et tu dis quand je suis au coiffeur, je ne suis pas au travail? Là, pour le coup, la preuve que non. Mais... Ouais, bah si, parce que j'y pense. Non, pour le coup, moi, c'est complètement mélangé. Et aussi parce Ok. que c'est un travail passion, en fait. Ouais, Donc, bien du sûr. coup, tu sais, quand t'as un travail que t'aimes pas, bah, t'aimes bien aussi dire je raccroche le tablier, puis maintenant, c'est la vie perso. Mais en fait, pour moi, qu'est-ce qu'est un travail? C'est quoi la définition d'un travail, finalement? T'as le truc, tu sais, Tripaliare. l'étymologie qui dit que c'était l'esclavagisme, c'est ça? Non, c'est quoi? La torture. Ouais, c'est ça. Je crois que c'est la torture à l'étymologie C'est ça. en latin. Et en fait, bah, finalement, si tu fais quelque chose qui te plaît, t'as pas l'impression de travailler. Mais à la fois, et c'est souvent l'exemple que je prends. Tu vois, par exemple, moi, j'aime bien les sushis. Bon, Ok. j'aime bien les sushis, mais si tu me fais en manger tous les matins, tous les midis, tous les soirs, et vraiment, j'en pourrais plus. Du coup, il y a des choses que t'aimes, mais que tu peux faire que un peu. Il y a des choses que Ok. t'aimes et que tu peux faire plus. Par exemple, le travail, tu peux faire 8 heures par jour. Tu peux faire 12 heures par jour. Ce que je dis pas que je fais des journées de 7 heures, attention. Mm. Mais voilà, l'équilibre. Et par contre, manger des sushis pendant 8 heures, impossible. Tu vois, même si t'aimes ça, Ouais, même bien si c'est ton sûr. plat préféré, tu peux pas. Et du coup, il y a des choses qui peuvent prendre plus ou moins de place, et la vie perso en fait partie aussi. Tu Ok. peux aimer passer des moments en famille. Si on t'enfermait avec ta famille pendant un mois, peut-être qu'à un moment, tu aurais envie de faire autre chose, d'avoir Ouais, d'autres types de t'en aurais stimuli marre. intellectuels. Donc, c'est de se connaître finalement. Et en fait, je pense que moi, j'aime vraiment ce qu'on fait. Tu vois, aujourd'hui, on est lundi. Hier, on était dimanche. J'ai travaillé, mais j'ai pas eu l'impression, enfin, je me suis pas forcé en fait. Tu vois, Ouais, j'aime c'était bien pas une ça. contrainte. Voilà. Mais ça, c'est parce que on est, tu vois, t'es entrepreneur et t'as cette logique-là. Mais tu vois, à l'époque, on était en CDI, tu vois, ça nous arrivait pas forcément de travailler le samedi ou le dimanche. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, bah, du coup, en fait, pour moi, c'est pareil, c'est tout mélangé. En fait, c'est un mélange. Tu vois, il y a quelqu'un qui va m'écrire, je vais pas me dire, ah, attends, non, là, c'est vendredi, c'est 18h47, je vais pas Ok. répondre. Mais par contre, tu vois, moi, s'il y a un truc qui me manque par rapport à ma situation d'avant où j'étais en CDI, c'est le fait que, bah, en fait, ça s'arrête jamais, tu vois. En fait, tout le temps, ton c'est cerveau, un il poids doit pour toi, ou au contraire, tu te dis, mais moi, ça me va que ça s'arrête jamais? un peu des deux. Mais tu vois, il y a des moments quand même quand t'es. Tu sais, je me souviens, t'es en vacances, tu fermes le PC, tu vas partir une semaine en vacances, tu prends pas ton PC avec toi et tu sais que bah, en fait, il y aura des gens qui vont gérer pour toi. Ouais, je trouve que c'est quand même un sentiment, tu vois, de liberté où t'as vraiment plus rien à penser. Ouais. C'est un sentiment quand même, ouais, des fois ça me manque un peu quand même. Mm. Moi, je sais que c'est le truc qui me manque le plus, c'est de me dire, en vrai, là, je pose mon cerveau, je peux partir 2 semaines, il va rien se passer. Ouais. Et je trouve dans nos activités, bah, quand tu es entrepreneur, évidemment, bah, du coup, c'est plus compliqué. Et en plus, quand tu fais de l'immobilier, c'est encore plus compliqué parce que bah, du coup, en fait, il peut se passer une dinguerie à n'importe quel moment du jour ou de la journée, enfin du jour ou de la nuit, pardon. Et du coup, c'est vrai que ça, c'est un truc où des fois, je me dis, putain, enfin, j'ai un exemple là, samedi, il y a un locataire qui m'a écrit pour un problème. Ouais, franchement, c'est chiant, quoi. C'est samedi, genre, Ouais. en plus, c'était 20h. Après, tu pourrais tout déléguer. Ouais, oui, bien sûr, ouais, Ça te coûterait ouais, peut-être un point de ouais, rentabilité, quelque ouais, chose, mais c'est sûr. Mais après, c'est vrai que pour mais moi, ce ça serait dégrade moins un bien peu. fait. C'est pour ça que tu le fais pas. Ouais, c'est ça. Et puis après, déléguer, au final, tu vois, tu délègues ça en agence. L'agence, elle va prendre le problème, mais elle va peut-être juste elle va te le dire bien lundi, sûr. quoi, au lieu de le dire samedi. Et ça, ouais, c'est un truc quand même, ça me manque un peu. Et après, pour reparler un peu de la fameuse morning routine, moi, j'avoue que je suis quelqu'un, déjà, je me lève le plus tard possible. C'est vrai. Genre, mais toi, quand je vois que tu travailles à 6h30, je sais pas comment tu fais. Moi, Tu vois. ce matin, j'étais à 5h45 au bureau. Ah, mais ça, Après, je suis ouais, encore un peu jet lagué parce que Ouais. je reviens de Dubaï hier. Du coup, Ouais. peut-être qu'on en parlera dans le podcast. D'ailleurs, c'est intéressant. Mais ouais, j'étais à 5h45 au bureau. Ah, tu vois, moi, je dois me lever le matin entre 7h et 7h30, quoi. Et Ok. genre, Ce qui est déjà pas tard. Ouais. Enfin, si je pouvais, je me lèverais à 9h, tu vois. C'est vrai. Ouais, si j'avais pas d'enfant, je pense que je pourrais me lever à 9h et commencer le taf à 9h15, quoi. Mais par contre, tu finirais
plus tard le Ouais, soir. moi je suis plutôt du soir. En fait, j'ai du mal à me coucher. Tu vois, j'ai tendance à traîner jusqu'à minuit, 1h du matin. Ah ouais, ok. Et en fait, du coup, le matin, c'est toujours les matins, je me lève, je me dis, il faut que je me couche plus tôt ce soir et Et j'arrive jamais. tu as une routine, une Miracle Morning un peu à la Hal Elrod. Je sais pas si tu as déjà lu ce bouquin, Non. Miracle Morning. Ouais, non, je l'ai pas lu. Non. En Mais gros, vrai, tu te lèves, t'occupes des enfants, Ouais. tu les emmènes à la crèche, C'est ça. et puis tu viens Je au viens travail taffer, ouais. après. Je Et viens t'as taffer. pas de routine matinale, un process. Bah non, franchement, ouais, non. Et c'est, tu vois, des fois, t'es dérangé par les artisans, etc. Ok. Parce que c'est plutôt des demandes qui arrivent tôt le matin. Ouais. Mais ouais, non, en gros, je prends ça comme ça vient. Et Ok. pas forcément de morning routine. Et toi, t'en as. Ah, moi, je suis bourré de ça. Avant moi, 5h45 du matin, t'as le temps de faire une routine. Alors, Genre ce non, matin, t'as parce fait une que- routine. Mais j'ai une routine quand j'arrive au boulot. Ouais. C'est-à-dire que quand j'arrive à 6h au bureau le matin, je fais quasiment tout le temps dans le même ordre les mêmes choses. C'est-à-dire que j'arrive à 6h, j'ouvre tout, je mets la musique dans la salle d'attente puisque j'arrive quasiment en même temps que la personne qui fait le ménage à la maison de santé. Et mon bureau est là et je fais tout dans le même bureau. J'ai pas deux bureaux. Je mets la musique, je me fais couler un café en sachant que dans la voiture, j'ai bu une brique de jus de fruits bio. Je bois toujours le même. Ensuite, j'ai une barre protéinée, une barre d'amandes que je mange en même temps où je regarde mon programme de consultation de la journée. C'est-à-dire que le matin, avant de voir les 35 personnes que je vais voir, je regarde tous les dossiers. Alors, en 10 secondes, 15 secondes, quand il n'y a rien à dire, il n'y a rien à mais dire. au moins, t'as dans ta tête. Mais je ce qui sais va se tout, passer, ouais. pourquoi il venait. Et quand il venait, mais je venais pour mon genou. Ah, mais oui, vous avez fait une IRM. Ah oui, c'est ça. Ah, mais oui, j'ai vu, vous avez fait une IRM. Il y avait ça comme résultat. Donc aujourd'hui, on se voit pour une infiltration, je ne sais quoi. Enfin, en tout cas, je regarde mon programme. Et s'il y a des choses à régler avec le secrétariat en disant, bah, là, il me faudrait plus de temps, donc il faudrait décaler le rendez-vous ou faire les choses différemment, je le fais. Ça me prend, je dirais, un quart d'heure, 20 minutes. Parfois, je fais un petit peu de bibliographie. C'est-à-dire que quand j'ai quelqu'un qui vient pour un truc un peu expérimental, j'ai eu le cas il n'y a pas longtemps d'un monsieur qui venait, cycliste de haut niveau, et qui disait j'ai été opéré d'un clou gamma, qui est un type de chirurgie de la hanche quand on se fait une fracture d'une partie de la hanche, du grand trochanter en l'occurrence. On lui a enlevé son clou, donc c'est une tige qu'on met dans le fémur, on lui a enlevé, et depuis qu'on lui a enlevé, il est cycliste professionnel, quand il se met en danseuse, eh ben, il a des énormes douleurs. Bref, on a réfléchi un peu au sujet, il a vu pléthore de chirurgiens, tout ça. On a décidé de faire un test diagnostic. Bon, bah là, je refais de la bibliographie en me disant, est-ce que dans la littérature, il y a déjà eu ce type de problème à la suite d'une ablation d'un clou gamma? Donc là, ça me prend un peu plus de temps, peut-être 20 minutes de plus. Et encore, c'est pas tous les jours, et parce qu'en général, c'est peut-être un cas dans la journée qui vraiment sort complètement des sentiers battus et me fait complètement repenser différemment. En tout cas, je fais ça en premier. Ensuite, j'ai une quinzaine de minutes où je regarde l'actualité, où je suis abonné à une certaine liste de médias et je regarde uniquement en vitesse des articles qui m'intéressent sur ce qui est sorti la veille. Comme je le fais un peu tous les jours, je suis à peu près toujours à la page. Ensuite, j'ai 10 minutes, allez, on va dire 25 minutes avec ce point actualité, je regarde les marchés financiers. Je regarde mon portefeuille d'actions, ce qui a monté, ce qui a baissé, les principales news financières, est-ce que la Banque centrale a révisé ses taux, etc. etc. Et après, en général, je prends à nouveau 20 minutes, les dernières avant d'avoir mon premier patient, où je me mets juste des vidéos qui me font plaisir sur YouTube. Donc en ce moment, je regarde plein de trucs de chirurgie orthopédique, parce que c'est une thématique que j'aime bien en ce moment, où je regarde des conférences d'un chirurgien que j'aime bien, qui est spécialiste de la hanche, du genou, tout ça, sur une thématique précise. Et tu arrives à respecter ce 20 minutes de, entre guillemets, loisir, même si je ça mets un reste du timer. pro. Ouais, parce que du coup, ça Je me mets un irait très timer vite. sur mon téléphone, je me mets un timer et au bout de 20 minutes, je me force à m'arrêter, sauf si c'est indispensable pour le reste de la journée. Ma question était dans l'autre sens. Est-ce que tu te fais pas happer par les vraies responsabilités, entre guillemets, tu vois, de te dire, bah tiens, ces 20 minutes, elles vont en devenir 10 ou 5 en fait, parce que bah, du coup, je vais rester un peu plus sur tel dossier ou un peu plus de bibliographie ou un peu plus de marché, tu vois. Ouais. Et d'arriver à garder, tu sais, ça c'est un truc, tu vois, pour le coup, j'arrive pas trop, moi, à scinder. C'est-à-dire que par contre, quand je suis au boulot, et je vais pas regarder une vidéo YouTube, par exemple, sauf sur du temps masqué, par exemple, en voiture ou choses comme ça. Ouais. Et j'aurais du mal à avoir la discipline que toi, tu dois avoir, de dire, là, pendant 20 minutes, j'ai besoin de ça, et donc je vais me les accorder, même si j'ai peut-être d'autres choses à faire, j'ai des mails et tout, mais bon, personne n'est en train de mourir non plus, on pourra le faire plus tard. Exact. Et je me fais, entre guillemets, passer en premier, même si ça reste lié avec du pro. Alors, si j'ai un sujet urgent, quel exemple je pourrais donner ? Ce matin, j'avais un certificat à remplir pour un sportif qui a la carte de sportif de haut niveau et qui est à l'INSEP. Et il faut, je l'ai vu en consultation, j'ai fait son certificat, on a fait un électrocardiogramme, enfin la totalité de la visite classique de médecine du sport. Mais il fallait en plus que je remplisse un papier qui ne m'a pas apporté le jour même, qui m'a envoyé par mail que j'ai eu pendant mes vacances. Et en fait, tant qu'il n'a pas ce papier, il ne peut pas obtenir sa carte pour la nouvelle saison.
Donc ça le bloque pour s'inscrire en compétition, tout ça. Donc ça, c'était un sujet urgent que j'avais à faire dès ce matin. Donc j'ai enlevé mes 10 minutes de vidéo et j'ai mis ça à la place. Mais j'ai quand même eu le temps de regarder 10 minutes sur là, c'était un mec qui faisait un topo sur le canal carpien. Ah, mais tu vois, moi, ça, j'arrive. Moi, j'ai un Mais problème. je me force. Tu vois, je pense que c'est un toc, hein, mais par exemple, tu vois, je peux pas avoir une notif de mail non lu. Tu vois, genre vraiment, genre, je peux pas me coucher mais- le soir. Ah bah, tu vas devenir Ah, fou. mais ouais, mais il y a deux Moi, types. j'ai 8315 ça, mails ça, c'est une faute. non lus, 113 messages non lus, 301 appels en absence, 101 notifications Notion, 438 notifications YouTube. Et par exemple, tu commences par quoi là? Si tu dis je me mets à jour, Mais c'est pas possible. par quel bout tu prends? Bah, je me mets pas à jour, c'est pas possible. Alors que moi, tu vois, j'ai C'est pas ça possible. là, je suis en PLS. Genre. Ah oui, parce que t'as un mail non lu et 2 WhatsApp, c'est vrai? Ouais, bah là, on vient de rentrer, tu vois, ça fait. Et ouais, franchement, et tu vois, ça, le soir, impossible. Impossible de me moi, c'est coucher impossible. comme ça. Moi, j'ai trop de, il y a trop de trucs, c'est. Ah, mais même des mails, tu vois, il y a des mails qui n'ont pas d'intérêt, tu vois. Il va falloir que, tu vois, psychologiquement, je prenne le temps, je le lise ou je le supprime et qu'il soit plus. Ah non, mais moi, Toi, c'est zéro inbox. Ah ouais. C'est comme ça que ça Ah s'appelle. ouais. Et même, tu vois, c'est un sujet Mais aussi. moi, 8000 mails, c'est impossible. Enfin, Ah, mais du coup, si tu le fais tous les jours, en vrai, du coup, ça s'accumule jamais. Ouais, mais il aurait fallu que je commence ça à l'adolescence. Tu fais un grand reset là, tu prends tes Bah minutes, ouais, tu mais les je peux pas, supprimes. parce que des fois, tu vois, je cherche un papier, un justificatif que j'ai envoyé, je sais pas, la facture d'une formation. Mais en fait, je l'ai jamais enregistrée, sauf qu'elle est dans mes mails. Ouais. Et du coup, maintenant, j'ai pris l'habitude que quand je cherche un papier, je tape le nom du papier dans mes mails parce Ok. que je sais que je l'ai reçu par mail. Ouais. Alors que moi, du Donc coup, si tu je vois, supprime tout, ah bah, je c'est mort. supprime Ah, c'est mort. potentiellement Ouais. beaucoup de choses importantes. Ouais. Alors que moi, du coup, je le mets sur un drive et comme ça, tu vois, mon mail il est archivé quoi. Enfin, Ah ouais. Mais et ça, c'est un truc, tu vois, pendant les vacances, tu sais, t'as un peu deux types de gens. T'as les gens pendant les vacances qui vont carrément tout couper le téléphone et en mode, pas de son, pas d'image et il peut se passer un truc de fou. Enfin, ils seront pas au courant. Et alors, moi, genre, tu vois, je suis obligé de checker tous les jours mon téléphone quoi. Je peux pas me dire, Ah ouais. il y a un truc qui se passe sans que je sois au courant. Tu Ouais, vois. moi aussi, mais je peux pas, je peux pas répondre à tout. Enfin, Ouais. ouais, non, je peux pas. Et je l'accepte. Ouais, alors que moi, je l'accepte pas. Tu vois. Je me dis, c'est pas possible, Moi, je il le faut que je tolère, le fasse. Tu vois. entre guillemets. Ouais. J'aimerais bien être à zéro, hein, mais c'est pas possible. Puis de toute façon, maintenant, le retard s'est accumulé, t'imagines. Ah, c'est fini quoi. Puis après, il y a beaucoup de mails de pub et tout dans tout ça qu'en fait, j'ouvre même pas, je les lis même pas. Ouais. Où il y a, tu vois, ce matin, j'ai signé un mandat pour un compromis d'un appart que je vends. Tu sais, j'ai reçu la confirmation, le document a bien été signé. Bah, ce truc-là, je l'ai pas ouvert, je l'ouvrirai jamais, mais Ok. ça me rajoute un mail. Ok. Ah, alors que moi, je vais l'ouvrir et comme ça, je suis à zéro notification. Non, moi j'ai vu Nera Immobilier, machin, le document a bien été signé. J'ai eu la notif, mais je l'ouvrirai jamais. Ok. Mais du coup, ça accumulé à Ouais, l'échelle ça fait 10 ans d'activité. Ouais. Ah, tu vois, et ça, mais ça, c'est hyper intéressant. Ton cerveau, enfin vraiment, mais c'est une source de stress, quoi. Vraiment, genre, si le soir, je termine pas tout ce que j'ai à terminer, je vais pas dormir correctement, tu vois. Est-ce que tu dirais que dans ta vie de chef d'entreprise, une des plus grandes difficultés que tu as dans ton quotidien, c'est l'anxiété? Bah, tu vois, quand j'étais petit, j'étais quelqu'un de très stressé. Mais genre, c'était presque maladif, tu vois. Genre, je prenais le train, j'allais peut-être y penser une semaine avant pour. Tu sais, je Ah pouvais ouais. être le gars qui peut arriver genre 2 heures avant Ok. pour prendre un TER, tu vois. Mais genre, c'était taré, quoi. Donc tu es quelqu'un d'anxieux de nature. Ouais, mais plus le temps passe et moins je le suis. Et aujourd'hui, tu vois, notre parcours entrepreneurial, je me dis, enfin, heureusement qu'on n'est pas stressé parce que sinon, en fait, tu dormirais jamais. Et Ouais. tu vois, je dors très bien, bien mieux que quand j'étais plus petit. Mais ouais, il y a des choses comme ça qui peuvent. En fait, j'ai peur de me laisser déborder par le travail, tu vois. Ça, c'est une source de stress vraiment Ok. importante. Et tu vois, aujourd'hui, je sais pas si ça vous le fait, mais moi, il y a un truc, par exemple, c'est. J'ai du mal à me donner. Tu vois, on parlait la dernière fois de, entre guillemets, être libre financièrement, ça te permet d'être libre dans ta vie, tu vois. Et aujourd'hui, j'ai du mal à me dire, je vais m'accorder un loisir parce que je me dis, je pourrais taffer, Oui. faire peut-être un peu plus de taf que d'habitude, peut-être faire du coup un peu plus, sans dire de l'argent, etc. Mais voilà, travailler plus pour la société. Et du coup, j'ai du mal à m'octroyer des loisirs. Par exemple, tu vois, j'aime bien faire du golf. Oui. Et franchement, depuis que j'ai la boîte, je m'étais dit, je vais lancer la boîte, comme ça, je pourrais aller faire une journée de golf par semaine si j'ai envie. Depuis que j'ai la boîte, je pense que j'y vais même plus, quoi. Ouais. Est-ce que c'est pas une question de priorité? Ouais, mais du coup, tu vois, en fait, c'est bizarre parce qu'au début, à la base, tu te dis, je vais faire de l'IMO, etc. pour devenir libre. Et en fait, je suis aussi pris par le fait que j'adore ce que je fais, tu vois. Mais j'ai du mal à m'octroyer cette liberté-là, toi. Mais c'est, je pense, relatif à notre structuration aussi, parce que du coup, pour l'expliquer aux auditeurs, toi, tu fais de l'immobilier de manière familiale, c'est-à-dire avec Oui, ton papa. à titre personnel. Voilà. Ouais. Et du coup, en fait, c'est ta foncière familiale. Oui. Vous en êtes les seuls actionnaires. Ouais. Et nous, du coup, on a fait le choix parce qu'on avait vraiment un plafond de verre vis-à-vis de notre patrimoine perso où c'était très compliqué d'emprunter dans des conditions décentes. On s'est dit, on va s'associer. On s'est associé avec un cabinet en gestion de patrimoine. On a créé une foncière Ouais. où les clients du cabinet en gestion de patrimoine, entre autres, investissent au capital de notre société. Et du coup, en fait, ces gens-là, on les a embarqués avec nous. Donc, on bosse pour eux, en fait, dans un Et certain ouais. sens. Et tu vois. moi, tu vois, ça, c'est tout ce que je veux surtout pas. J'étais comme toi. Le choix que vous avez fait, c'est le choix où je pense que je préfère pas faire que de faire ce choix-là, même si je le comprends à 100% et je pense qu'à une période de ma vie, j'en ai rêvé.
Mais j'ai eu quelques associés dans des deals immobiliers, à la fois locatifs, à la fois pour des opérations plus court-termistes. Il y en a avec qui ça s'est toujours très bien passé. En général, ça s'est très bien passé avec les gens qui s'y intéressent pas du tout. C'est-à-dire que j'ai en l'occurrence un ami assez proche qui s'appelle Jean-Charles, peut-être qu'il regardera cette vidéo, avec qui j'ai fait un immeuble. Et tout se passe bien, l'immeuble continue. Bon, on a des petits soucis comme dans l'immobilier de tous les jours, j'ai envie de dire. Mais on rembourse le crédit, on rembourse notre dette, l'immeuble prend de la valeur. Voilà, tout avance. Et lui, pas qu'il s'en fout, mais il s'y tient pas plus que ça parce qu'il me fait confiance. Il se dit, c'est Tim qui s'occupe de la gestion, c'est bon, c'est fait, quoi. Alors qu'à l'inverse, quand tu as des gens qui t'appellent tous les matins en disant, mais ça a été fait, puis ça a été fait, puis ça a été fait. Moi, je veux surtout pas ça. En fait, moi, je veux être l'employé de personne. Et le problème dans un modèle où tu fais rentrer les gens dans l'aventure avec toi, mais que c'est toi le capitaine, d'autant plus si les gens ont mis de l'argent, en fait, c'est pas tes moussaillons et toi, tu es le capitaine du bateau. C'est que les gens, ce sont des touristes sur le paquebot dont tu es le capitaine. Mais donc, du coup, tu as une responsabilité vis-à-vis d'eux. Ouais, complètement. Ouais. Et je pense que ça peut être ça où tu te dis, ah ouais, mais il y a des soucis à gérer. Je peux pas vis-à-vis de mes clients, parce que pour vous, c'est des clients, aller taper un saut de balle au golf, alors que je pourrais leur permettre d'avoir un meilleur retour sur investissement. Ouais, mais là-dessus, tu vois, pour le coup, c'est même pas ça, parce qu'en fait, tu vois, des fois, on travaille quand même souvent des samedis, tu vois, ça arrive au moins, peut-être une fois par mois, travailler un samedi, donc, tu vois, je pourrais me dire, le samedi où j'ai bossé, mais tu vois, c'est même pas ça, mais c'est juste, ouais, moi, je me mets ces barrières-là, tu vois. Par contre, ce que tu dis là, c'est hyper intéressant, parce que, tu vois, nous, on a commencé l'immobilier en perso avec Charles, et on atteignait une taille, tu vois, autour des 60 lots, où, en fait, au bout d'un moment, tu peux plus... ouais, c'est dit. Voilà, il faut passer dans un step supérieur. Et en vrai, c'était la première remarque que j'ai fait à Charles. Je me souviens quand je lui ai dit, par contre, Charles, moi, j'ai quitté mon salariat, c'est pas pour redevenir salarié, tu vois. Ouais, ta propre boîte. C'est exactement ça, tu vois. Mais au final, je trouve que ça, c'est très, très bien fait, tu vois. Évidemment, tu as des responsabilités parce que tu as des investisseurs, mais en fait, qu'il y ait des investisseurs ou pas, j'ai envie de te dire, moi, ma philosophie, c'est que j'aurais fait les choses bien quoi qu'il arrive, tu vois. Mais c'est vrai que ça te met une pression supplémentaire à ce niveau-là. Mais par contre, tu vois, ce qui est cool, c'est qu'aujourd'hui, avec Charles, on est vraiment, tu vois, on est libre de faire ce qu'on veut. Enfin, si on ne veut pas aller travailler pendant 2 semaines, je caricature, mais personne ne va rien nous dire, tu vois. Okay. C'est plus après, les résultats qui vont en pâtir. Mais c'était ma plus grande crainte, c'était de me dire, je vais me remettre dans une situation de salariat. En fait, c'était la notion de hiérarchie qui te faisait peur, de dire au niveau tu vois, de l'arbre de décision, de devoir rendre des comptes, de plus être libre. Et en fait, finalement, on l'a structuré d'une manière où, pour nos investisseurs, nous, on prend tout un tas d'engagements, mais qui tombent sous le sens, en fait, comme tu disais. Donc, pour nous, c'est pas des contraintes. Mais par contre, inversement, on a quand même une grande liberté en termes de gestion, en termes d'organisation de notre temps, en termes de propositions, tu vois, de nouvelles idées, on en parlait tout à l'heure. Et où, en fait, on reste... c'est pas comme on peut l'imaginer, tu vois, une assemblée générale avec 400 personnes, et où, voilà, on fait une assemblée générale annuelle avec nos actionnaires. Et en fait, on doit les solliciter quand on fait des acquisitions qui représentent plus de 5% de la taille du parc, donc pour les acquisitions importantes, on va dire. Mais finalement, en dehors de ça, en fait, on est assez libre dans notre quotidien. Et en fait, il faut regarder aussi qu'on s'est rajouté des contraintes voulues pour s'enlever des contraintes dont on ne voulait pas. Et les contraintes dont on ne voulait pas, c'est de devoir aller supplier notre ami la banque pour nous financer. Et ça, pour le coup, on n'a plus cette contrainte-là. C'était le moteur de départ. Vous avez dit, 100%, c'était le déclic, on a déjà acheté pas mal, on veut en acheter plus parce qu'on veut continuer de progresser. La banque ne nous suit pas parce qu'on n'est pas multimillionnaire en liquidité sur notre compte. Grosso modo, c'est ça. Complètement. Exactement ça. Et alors, j'ai une question pour vous. Vous auriez fait des profs... Parce que, grosso modo, dans l'immobilier, se schématise, il y a la pompe, et la boîte à cash. Et plus tu as de cash, plus tu peux investir. C'est de la mécanique, grosso modo. Et si tu continues de faire augmenter la taille de ta boîte à cash, du genre, tu as une entreprise de transport, les premières années, tu fais 100 000 de résultats. La banque va te financer 1 bien, 2 biens, 3 biens, 4 biens. Mais si la deuxième année, tu fais 200 000, puis 300 000, puis 350, puis 400, et que tu fais ça quasiment continuellement, tu pourras toujours acheter. Parce que tu auras toujours la liquidité et des revenus croissants. Ouais, après, tu vois, c'est un peu... Enfin, la limite de ça, c'est que du coup, la banque va te demander quand même de plus en plus d'apports. Donc, ton effet de levier va être de moins en moins intéressant. Oui. Il y a aussi quand même la notion d'encours bancaire. Tu vois, de la banque, elle va te prêter grosso modo 1 million. Après, ça passe aux engagements. Donc, oui, dans les grandes lignes, je suis d'accord avec toi. Mais tu vois, ça devient quand même de moins en moins intéressant d'investir dans l'IMO. Oui. Parce que du coup, l'effet de levier est de moins en moins présent plus t'avances. Il reste très intéressant. C'est là toute la différence entre de l'immobilier papier et de l'immobilier physique. Et la différence, c'est toi, Charles, la première fois qu'on a mangé ensemble, je ne sais pas si tu te rappelles, tu m'avais fait la démonstration. Je ne sais plus, je vous avais posé la question. Et tu m'avais dit, nous, on ne fait pas de marchand de biens parce que le retour sur capital est tellement plus intéressant avec du locatif où tu mets 10% d'apport. Qu'est-ce qu'on va aller se faire chier à mettre 30 ou 40% d'apport dans une opération de marchand de biens qui est beaucoup plus risquée
Et tu auras le même retour sur capital. Exactement. Ouais. Et le même Ah, retour mais les sur gens, capital. les gens, ils confondent la rentabilité brute ou nette de ton bien. Bien sûr. Et en fait, il n'y a pas beaucoup de monde qui va aller regarder le rendement sur fonds propres et voir véritablement à combien l'argent que tu as posé en apport tourne, quoi. Et on a Ça, fait il y en a toute pas une vidéo beaucoup. là-dessus sur la chaîne justement pour expliquer déjà comment on calcule un rendement net, parce que bon, le rendement brut ça vaut pas grand-chose, et ensuite le rendement sur fonds propres, et ensuite quel est l'impact d'arbitrer. Parce qu'en gros, le défaut de l'immobilier, c'est que tu composes pas les intérêts. Et du coup, le fait d'arbitrer pour réinvestir, pour recharger ton levier en quelque sorte, bah, c'est là que tu composes et que tu fais des performances qui sont démentielles. Mais du coup, pour revenir, tu vois, sur ton exemple de la personne qui a la boîte de transport, qui fait 100 000, 150 000, 200 000, c'est croissant, il peut acheter toujours un peu plus. Ça va pas assez vite, en fait. Nous, ce qu'on veut, c'est avancer vraiment plus vite. Et tu vois, pour te dire, la boîte... Quitte à vous diluer. Ouais, bien sûr. C'était le choix. Mais en fait, on a créé un deal win-win. C'est-à-dire que nous, ce qu'on veut, c'est pas se dire on veut 100% d'un gâteau qui fait des dizaines de millions. On veut fabriquer ce gâteau, on veut en être aux commandes. Mais ça nous fait même plaisir de le partager avec tout le monde, en fait. Moi, je ferais mon boulot tout seul dans mon coin, j'aimerais pas ça, tu vois. L'association, j'adore ça. Et que ce soit au début à 2 avec Antoine, ou maintenant on est 70 au capital de la foncière. Ouais. Et tu vois, en 1 an et demi, on aura bientôt levé 4 millions d'euros. Bon, bah, 4 millions d'apports, t'en fais des projets, tu vois. Ah bah ouais, c'est sûr. Et enfin, d'une manière démesurée comparée à n'importe quelle boîte où tu fais 100 000, 150 000, 200 000. Et donc, c'est ça qui fait qu'on prend plaisir à faire notre travail. Et en plus, ça nous permet d'avoir un gros volume d'acquisition. Donc, du coup, d'avoir pas mal de récurrence avec les acteurs du marché, d'avoir des meilleures conditions. Et d'avoir aussi, tu vois, un truc qu'on valorise pas mal, qu'on n'avait pas avant, c'est d'avoir, toi, tu as dû l'avoir, je pense, d'avoir de l'optionnalité, de te dire qu'en fait, t'es plus le particulier qui achète un immeuble après un immeuble. En fait, tu peux avoir 4 compromis en même temps. Tu vois, la semaine dernière, on a signé un compromis pour un immeuble à 800 000. Cette semaine, on en signe un pour un immeuble à un peu moins de 800 000. En même temps, on achète un appart. La semaine dernière, on a acheté un immeuble à 500 000. Tu vois, les choses s'empilent en fait. Tu connais l'immobilier, les choses se font, se défont. On devait acheter un local commercial à Dijon. Et on devait signer le compromis cette semaine. Sauf que semaine dernière, je découvre que le locataire, redressement. Bon, bah, terminé, on n'achète plus. Et c'est pas grave en fait. Ça va, ça vient. Mais c'est le volume qui fait qu'on s'accrochera jamais à un deal. En fait, s'il doit pas se faire, on le fait pas. Et c'est pas grave, on passe au suivant. Ouais, bien sûr. Alors que quand on a qu'un seul et que tu te dis là, ça y est, j'ai enfin trouvé un bien rentable, parce que tu sais, t'es peut-être particulier, tu travailles à côté, tout ça, t'as trouvé un bien rentable, t'as peut-être une banque qui te finance, t'as pas trop envie de le lâcher, tu vois. Alors que le fait de pouvoir avoir du volume, je trouve que ça donne le luxe de pouvoir dire non plus facilement. Avant, j'avais beaucoup plus le biais de m'accrocher à des choses auxquelles je devrais pas m'accrocher, que maintenant, le volume fait que ça l'a beaucoup gommé. Ouais, bien sûr. Et après, il y a aussi le fait que quand tu as une boîte qui marche bien et que du coup tu investis dans l'IMO à côté, c'est quand même que si tu veux que ta boîte marche bien, tu dois y passer du temps. Donc ça veut dire qu'en fait, l'IMO, c'est un peu une activité parallèle, tu es semi-pro, mais du coup, en fait, tu fais ça sur ton temps libre. Mais en fait, on le voit bien, on est tous à notre compte. T'as pas beaucoup de temps libre. Donc si en plus le soir, tu devais être collé des visites, etc., c'est ça aussi qui est compliqué, tu vois. C'est pour ça que nous, en fait, ça nous a semblé évident en fait de devoir s'associer pour aller plus loin. Et c'est vrai que c'est souvent un truc. Un jour, faudra qu'on fasse une vidéo sur le parcours classique. En fait, tu commences avec un bien, etc. Elle est faite 1000 fois cette vidéo, mais nous, on pourrait raconter un peu notre expérience et pourquoi aujourd'hui, tu vois, c'est la foncière. Parce qu'en fait, au bout d'un moment, tu es obligé en fait de t'ouvrir aux autres pour grandir. Quand tu as une certaine taille, tu peux plus. Ouais, bien sûr. Tu peux plus quoi. Ou sinon, il faut accepter de réduire ta vitesse. C'est ça. De croissance. C'est ça. Mais bon, quand tu veux en faire ton métier, aujourd'hui, devenir entre guillemets rentier dans l'immobilier, c'est quand même quelque chose qui est très compliqué. C'est pas quand on a commencé avec les taux 1%, où là, du coup, ça générait quand même beaucoup de cash flow. Et aujourd'hui, il faut vraiment faire avoir une vision patrimoniale des choses. C'est ça. Il faut un gros effet de volume aujourd'hui. Je sais pas, j'ai n'importe quoi. Demain, tu veux vivre avec 3 000 euros de cash flow. Je n'ai pas en tête le montant de biens immobiliers qu'il faudrait qu'on achète dans notre région avec des rentabilités autour des 7-8% net, on va dire. Il en faut un paquet, je pense. Ouais, ou alors il faut faire de la location courte durée à Bâle. Ouais, mais ça, tu l'entends tout le temps, les gars. Tu vois partout sur les réseaux sociaux. Vivez de votre immobilier en 6 mois. Ouais. Mais tu vois, c'est souvent ça. J'ai absolument rien contre les gens qui font ça, mais c'est pour moi, du coup, la publicité mensongère. Parce qu'en gros, le gars, j'ai 3 Airbnb, je suis rentier. Mais non, gars, en fait, c'est toi qui tu payes pas de conciergerie, donc tu économises tes 20%. Oui, tu as juste changé de travail. Voilà, tu es juste en fait, tu t'occupes de l'entrée et sortie locataire, tu fais le ménage, etc. Il n'y a pas de souci, mais du coup, tu n'es pas rentier, parce que si tu pars aux Maldives, en fait, personne ne va faire ton ménage. Donc, et ça, c'est vrai que c'est des trucs. Les gens font vite l'amalgame en disant, je suis rentier. Bien sûr. Parce que c'est un argument de vente. Ça, c'est un truc qui m'a toujours posé problème. Moi, j'ai une école de formation, on accompagne des gens à investir par eux-mêmes dans l'immobilier, donc on leur apprend à pêcher, pour utiliser la métaphore du poisson, encore une fois. Et c'est vraiment un truc, je pense, qui me permettrait de vendre beaucoup plus d'accompagnement qu'on ne le fait aujourd'hui si je choisissais, pas vraiment mentir, mais vous voyez ce que je veux dire, trichouiller un petit peu sur les termes, etc. Et c'est un truc où moralement,
j'ai toujours fait le choix jusqu'à aujourd'hui de ne pas le faire et c'est presque viscéral si tu veux. C'est-à-dire qu'on a un directeur marketing dans l'entreprise et quand on fait de la pub sur Facebook, de la pub sur les réseaux sociaux, quand on prépare un lancement pour un webinaire, tout ça, souvent les marketeurs, comme on dit, ils vont avoir tendance à dire est-ce que tu peux un peu sous-entendre que c'est facile, sous-entendre qu'il n'y a pas de difficulté, sous-entendre que c'est très rapide, sous-entendre qu'il y a une garantie de résultat. Non, en fait, je peux pas dire ça. Ou alors, si je dis ça, je mens. Tu te travestis. Voilà. Moi, en tout cas, c'est ma moralité, c'est que je ne peux pas dire quelque chose qui n'est pas le cas. Ça se fait. C'est beaucoup plus facile que plein d'autres supports d'investissement. C'est beaucoup plus fiable que plein d'autres moyens d'investir. Mais non, ce n'est pas vrai qu'en 6 mois, vous allez devenir rentier et que je peux vous garantir que vous aurez votre financement et que je peux vous garantir que votre permis de construire ne sera pas refusé. Ce n'est pas le cas. Et je pense qu'il y a quand même quelque chose qui vient brouiller un peu les pistes dans tout ça, c'est que pour moi, il y a 2 manières d'investir dans l'immobilier. En fait, il y a entreprendre dans l'immobilier et il y a investir dans l'immobilier. Et pour moi, c'est vraiment 2 choses différentes. Ah, c'est vrai que tu vois, c'est une première fois que j'entends ça. Et bien sûr, en vrai, c'est vrai que c'est la même chose. Non, moi, demain, j'achète un appartement à Paris avec un locataire dedans, clé en main, avec aucun travaux, via une agence immobilière et en passant par un courtier. On peut appeler ça un placement. Parce que j'ai visité le truc une fois, j'ai fait 4 rendez-vous, j'ai signé sur une feuille et je fais travailler mon argent à 3% de rentabilité, 4% de rentabilité locative par an. Puisque je n'ai pas bien négocié avec la banque, j'ai mis 30% d'apport, donc ce qui fait que mon retour sur capital n'est pas le même que quand on n'en met que 10 et qu'en plus on va chercher du 8% net comme tu le disais. Et ça, c'est placer son argent dans l'immobilier. Et effectivement, comme le disent les statistiques, ça fait 3-4% par an, grosso modo. Mais ce n'est pas la même chose que de dire je vais acheter un bien immobilier peut-être déjà qui n'est pas loué, où il y a un petit bout de travaux, où je vais aller créer de la valeur à l'intérieur. Et certes, je vais faire 50-60% de retour sur capital, parce que c'est ça qu'on peut faire. Grosso modo, tu mets 10% d'import sur un bien qui te rapporte 10% de rentabilité locative brute par an. Allez, une fois que tu as enlevé tes frais, tes intérêts, etc., tu fais 60% de retour sur investissement. Mais ça, pour moi, c'est de l'entrepreneuriat. Et il y a beaucoup de gens qui se tournent vers l'immobilier en se disant c'est 100% passif, il suffit de mettre son argent puis ça va le faire tout seul. C'est possible, mais ça ne rapporte pas 60% de retour sur capital. Si vous voulez le 60% de retour sur capital que moi j'ai fait dans mon portefeuille perso et que vous avez fait aussi, il faut s'en occuper, il faut négocier un petit peu avec la banque, il faut s'occuper de son permis de construire, il faut faire un petit peu de travaux pour ajouter un petit peu de valeur à l'intérieur de son bien. Et mathématiquement, ça paye, ça marche. Et il n'y a pas du tout besoin d'avoir fait des grandes études pour faire ça. Je pense que vous serez d'accord avec moi. Ah ouais, c'est très accessible. Il faut avoir envie, il faut avoir une appétence pour ça, s'y intéresser. Voilà. Mais bien sûr, c'est faisable. Je pense, pour reprendre une expression que j'avais déjà utilisée la dernière fois, un bon sens paysan. Il faut savoir avoir ce truc de moi, je préfère avoir un petit bout de terre, assurément entretenir ma terre et puis avoir petit à petit de meilleures récoltes, plutôt que de se dire non, mais moi, je suis prêt à parier sur la roulette russe. Je suis prêt à mettre X centaines de milliers d'euros sur telle action sur les marchés financiers en bourse, et puis en croisant les doigts que ça fait x10 dans l'année ou dans les années qui suivent. Donc je pense que ce n'est pas les mêmes profils, et je pense qu'il y a 2 manières de faire de l'immobilier. Tu peux placer ton argent dans l'immobilier. À ce moment-là, effectivement, la SCPI peut être un bon moteur. Investir dans une foncière avec des gens qui font le travail pour toi est une bonne façon de faire. Une meilleure façon de faire. La meilleure façon de faire. Une bonne façon de faire qui forcément te demande moins de travail. Meilleure que la SCPI, moins bien que l'immobilier en direct en termes de retour sur investissement. L'entrepreneuriat dans l'immobilier, c'est imbattable. Il faut avoir du temps y consacrer. Ouais. Exactement. En fait, grosso modo, pour moi, vous me dites si vous êtes d'accord avec moi, c'est soit tu ne veux pas pêcher, soit parce que tu n'as pas le temps, soit parce que ça ne t'intéresse pas, et auquel cas, il faut que tu rejoignes quelqu'un qui va pêcher pour toi. C'est exactement ce que vous faites. C'est ce qu'on a choisi d'adresser. Ouais. C'est ce que vous avez choisi d'adresser. Soit tu te dis, moi je suis prêt à consacrer un petit peu de temps et je suis prêt à pêcher moi-même. Tu auras forcément beaucoup plus de poissons par rapport à ce que tu peux avoir quand tu fais pêcher quelqu'un pour toi, qui te donne une part d'un bassin de poissons qui est très très grand. Mais par contre, il faut aller au bord de l'étang, il faut mettre ton petit tabouret, il faut attendre que ça morde. Et puis quand il pleut, il faut s'en occuper. Puis voilà, il faut être là tout le temps, quoi. Non, mais je suis d'accord avec toi. Mais ça, tu vois, est-ce que toi tu le corrèles? Enfin, pour moi, c'est des profils, donc tu as des gens qui sont plutôt assujettis à vouloir avoir ces investissements plus rentables et d'autres qui sont OK à l'idée
que ce soit un peu moins rentable. Mais moi, j'ai l'impression que, tu vois, nous, en tout cas, dans les gens, on fait un peu d'accompagnement aussi terrain. Et tu vois, c'est les clients de la foncière, pour le coup, tu vois, c'est vraiment deux profils différents. Tu vois, grosso modo, le client de la foncière, c'est quelqu'un plutôt, tu vois, qui va avoir autour des 40, tu vois, entre 40 et 50 ans, qui a déjà un patrimoine immobilier, du coup, et qui sait que, voilà, il fait tourner son argent à une rentabilité qui est quand même très nettement supérieure que les SCPI, etc. Et après, on a plutôt le gars qui, a 25 ans et qui a, du coup, un peu la niaque et qui a un peu envie et qui se dit, OK, je suis prêt le week-end à aller faire de la peinture, je suis prêt le week-end à aller négocier avec un locataire pour peut-être lui donner une indemnité d'éviction pour qu'il puisse du coup quitter le logement. Et ça, en vrai, tu vois, je trouve que c'est pas. Moi, je trouve c'est pas le même profil. C'est pas le même profil. Je pense que tu as des gens qui disent moi, je veux avoir un petit peu de poisson chaque année, mais je refuse. Et d'ailleurs, souvent, ils le disent. Enfin, moi, je sais qu'on a des gens, quand on fait des conférences, etc., qui disent non, mais moi, Tim, je ne suis pas prêt à passer 5 minutes à discuter avec un locataire pour X ou Y raison. Bah à ce moment-là, il vaut mieux rejoindre quelqu'un qui va pêcher pour toi. Si jamais tu me dis « Ah non, mais moi, Tim, ce que je veux, c'est avoir le maximum de rendement possible. J'aimerais d'ici 10 ans pouvoir vivre en partie sur mes revenus locatifs et j'ai un petit peu de temps et puis je suis prêt à mettre un peu à la main à la pâte pour gérer les commandes de matériaux. » Alors même s'il y a une graduation dans tout ça, hein, c'est pas tout noir ou tout blanc. Tu peux tout à fait décider d'aller acheter un truc, de passer par un architecte qui va gérer les travaux pour toi. Dans l'immobilier, tout est délégable en partie. Il y a forcément des choses qui ne le sont pas. C'est pas les mêmes profils, effectivement, et du coup, on va pas chercher les mêmes personnes. Je pense que... Et c'est même pas, je dirais, les mêmes tempéraments, en fait. C'est pas qu'une question de profil professionnel, parce qu'il y a des gens qui gagnent très bien leur vie, mais qui veulent y passer du temps et qui veulent s'y consacrer parce qu'ils aiment ça et puis qu'ils ont envie de s'y investir et de comprendre comment ça marche, ils ont envie de pêcher par eux-mêmes. Et il y a des gens, ils n'ont pas du tout envie de ça. Je pense que c'est je suis d'accord avec toi. C'est deux typologies de clients qui sont différents. Le mix entre les deux, c'est-à-dire la personne qui a vu les pubs sur Insta, qui te disent que tu vas être rentier, qui vont te donner le bien, le financement, l'apport, enfin tout, voilà, rien ce qui à faire, dans les faits et n'existe pas. Et du coup, en fait, tu as cette première phase de déconstruction pour dire ce que tu viens de décrire très bien, de pouvoir en faire des shorts, de dire soit tu entreprends, soit tu investis ou tu places ton argent, mais du coup, l'un et l'autre ont des avantages et des inconvénients. En fait. Tu peux pas avoir les avantages des deux, ça n'existe pas. Et c'est une question de balance bénéfice-risque. Dans une foncière privée comme vous avez, on va sortir un rendement entre 5 et 10% sur les fonds propres. On est d'accord. Ouais. Alors qu'entreprendre dans l'immobilier, la manière dont vous l'avez fait initialement et dont moi je le fais encore aujourd'hui et où je continue de le faire, on est plutôt à 60-70. Ouais, alors au début, oui, je suis d'accord. Parce que du coup, au début, tu arrives à emprunter en tant que particulier et du coup, tu mets à peu près tes 10% d'apport, voire un peu moins des fois. Et par contre, après, quand tu commences à être en SCI, enfin, je sais pas, toi, tu vois, ça m'intéresse d'ailleurs, toi, en SCI, à combien t'empruntais? Parce que nous, sur la fin, en SCI. Moi, encore le dernier deal que j'ai fait, on m'a demandé 10%. Sur une SCI. Okay. Moi, j'ai quasiment jamais investi en dehors d'une SCI à l'IS. Ouais, bah nous, c'est quasiment. Enfin, on a commencé un peu en partie. Toi, t'en as plus que moi en perso, ouais. Mais après, du coup, on est parti directement sur de la SCI à l'IS. Et honnêtement, plus on arrivait sur la fin, et à la fin, on était plus autour des 30% d'apport quand même. Enfin, le dernier projet, c'était 20 à 30 et du coup ton rendement sur fonds propres on commençait à être, tu vois, à 30, quelque chose comme ça. Donc du coup finalement on s'est dit en fait quitte à avoir ce niveau de rendement, collectons plus de fonds, et c'est à peu près ça qu'on a au sein de la foncière en fait, parce qu'on met à peu près 30% d'apport, 25-30% en fonction des deals, parfois un peu plus, il y a beaucoup de travaux, mais là aussi c'est toujours d'arriver à satisfaire l'objectif de volume en rognant sur le niveau de levier d'un deal particulier, tu vois. Okay. Mais par contre, c'est impressionnant si tu arrives encore à faire du 10%, parce que nous aujourd'hui... je l'ai fait encore fin 2020, on est en 25, non, je l'ai fait début 2025, puisque j'ai une opération où j'ai fini les travaux il y a un mois, la dernière que j'ai fait en date, qui m'a coûté un petit peu moins d'1 million d'euros, et j'ai dû mettre 90 000 euros d'apport. C'est super propre. Donc voilà, grosso modo 10% à peu près. Mais au début, c'est largement faisable. Oui, clairement. Généralement, nous, on communique sur 15. On aime bien dire, en gros, si tu as un bon profil et de l'épargne, tu auras du 10. Si tu es un peu moins bien, machin, tu auras du 20. Ouais. Et l'entre-deux, c'est 15. En fait, tu déçois personne parce que finalement, s'il faut mettre un peu plus, passer de 15 à 20, c'est pas non plus. Du coup, tu vas quand même faire peut-être du 30-35% sur fonds propres, ce qui est très bien. Et par contre, si tu es à 10%, tu feras 60-70 comme tu le disais. Et du coup, là, c'est royal, quoi. Mais dans les deux cas, pour moi, c'est hyper intéressant, en fait, comparé aux autres classes d'actifs. Tu vois, à chaque fois, je le vois sur les réseaux sociaux, ça me rend fou. C'est à des mecs qui, je pense, n'ont pas de cerveau, qui vont te dire « Ah ouais, mais moi, je veux pas me faire chier avec les locataires, donc j'investis en bourse. » Non mais attends, garçon. Entre avoir 60% de rendement sur fonds propres ou faire 7% à long terme sur le S&P 500,
Je veux dire, tu peux pas comparer. Ok, dans un cas, tu as le SUV toute option de chez Hummer et dans l'autre cas, tu as une Ferrari. Mais je veux dire, c'est pas du tout. Dans tous les cas, ce sont des véhicules d'investissement. Mais c'est pas du tout la même chose. C'est pas comparable en fait. Oui, mais moi, je veux pas avoir de locataire à gérer. Non, mais est-ce que le fait de pas avoir de locataire à gérer, tu es prêt à y sacrifier 50 points de rendement? Et l'incertitude, moi, au-delà de ça, c'est aussi l'incertitude. Tu vois, là, en ce moment, genre, moi, j'investis un peu dans les ETF. Parce que du coup, avec la foncière, avec Charles, on doit acheter des biens que pour la foncière. Donc du coup, le cash qu'on peut avoir aujourd'hui, on l'investit en bourse. Donc déjà, beaucoup moins de plaisir, hein, clairement. Et là, en ce moment, tu vois, je regardais ce matin, j'ai été à quasiment 12%. Tu vois, j'ai mis en mars et j'ai 12% de renta, ce qui est très très bien. Mais tu vois, ces 12%-là, il suffit que, là, je sais pas quel jour on est, mais je sais que Donald Trump en ce moment, il est en Asie, là. Il est en Asie et cette semaine, il doit négocier du coup avec les Chinois. C'est ça. Il suffit que le mec il s'est levé le matin et il avait clairement pas envie. Franchement, mes 12%, ils peuvent se transformer en 5% dans 2 semaines, tu vois. Mais je suis hyper à l'aise avec ça. Mais c'est juste que du coup, en immobilier, ça ne peut pas arriver. Parce que ton locataire, si tu n'es pas trop con, tu vas trouver un bien rentable. Si tu n'es pas trop con, tu vas prendre une garantie Visa. Donc c'est l'État qui se porte garant pour toi et ce qui permettra du coup que tu n'aies pas de problème d'impayé. C'est exactement, ouais. Voilà. Et du coup, je me dis, c'est quand même. Pour moi, la grosse valeur ajoutée de l'IMO, c'est que en fait, c'est prédictible. Alors après, tu vas pas faire comme dans la crypto, etc. Tu peux pas faire des fois 100, tu peux pas faire des fois 1000 en un mois. Mais par contre, tu sais que voilà, ce que tu mets, ce que tu places, c'est intelligent et que sur du long terme, tu vas être très très bien, quoi. En fait, c'est 2 profils différents. Prenons encore une fois une métaphore de l'agriculture. L'immobilier, c'est je préfère acheter 1 hectare de terrain qui va produire effectivement pas du jour au lendemain, qui va me demander d'entretenir un petit peu ma terre, qui va me demander d'y passer 1 fois par semaine, 2 fois par semaine pour faire un petit peu de travaux à l'intérieur. Ça va me prendre un petit peu d'heures dans mon quotidien. Mais tu as un très très bon taux horaire. Et surtout, tu es assuré que ça pousse. Parce que c'est ça la beauté de l'immobilier, c'est que demain, tu signes un loyer avec en plus une garantie Visale ou un local commercial avec un bail ferme de 9 ans, je dis n'importe quoi. En fait, ce n'est pas comparable avec les marchés financiers où ça va peut-être faire 8% sur l'année. C'est que là, ça va assurément t'assurer 60% sur tes fonds propres pendant X années. Puisque comme en plus, tu peux prendre une assurance loyer impayé qui n'est pas très chère, qui ne coûte pas grand-chose. La garantie Visale, c'est 100% gratuit. Donc, ce n'est pas du tout la même chose que de dire « Ah ouais, mais moi, j'investis, je sais pas, sur McDonald's parce que c'est une valeur défensive. Parce qu'on mangera toujours du McDonald's. » Oui, non mais déjà McDonald's, ça fait 3% par an, 2% par an sur le long terme. C'est pas comparable avec un 60. Et en plus de ça, il y a une volatilité qui n'est pas du tout la même. C'est pas prédictible à l'avance. En fait, ça n'a rien à voir. Et les gens mettent tout dans le même panier, sauf que ce n'est pas du tout dans le même panier. Ce n'est pas du tout fait pour faire la même chose. Et c'est pour ça que l'idéal, je pense, en tout cas quand on est comme moi, un particulier et qu'on veut bâtir son patrimoine, c'est d'avoir un petit peu de tout. Mais pour aller vite au début, je vois pas comment on peut faire autrement que l'immobilier. Tu peux pas, ouais. C'est pas possible. Ou alors, il faut être entrepreneur, chef d'entreprise, et à ce moment-là, gérer ses salariés, gérer sa RH. Et je peux t'assurer qu'il vaut mieux être propriétaire de 10 appartements et de gérer soi-même la gestion locative que d'être entrepreneur et d'avoir 10 salariés. Ça, je peux te le garantir. Faut aimer l'immobilier quand même, mais pour moi, l'immobilier, c'est l'actif. Enfin, si tu veux devenir riche à long terme, c'est l'actif le plus prédictible pour devenir riche. Et surtout quand tu es pauvre. Ah, surtout quand tu as rien. Et surtout quand tu n'as pas d'argent. Si tu es déjà multimillionnaire, je suis pas sûr, tu vois. Ah bah bien sûr. C'est beaucoup plus équilibré d'ailleurs quand tu regardes les patrimoines des grandes fortunes. Tu es plutôt à 1 tiers d'entreprise, 1 tiers de bourse, 1 tiers d'immobilier, alors que quand tu es sur la classe moyenne ou CSP+, tu as une grosse prépondérance d'immobilier, notamment avec la résidence principale. Mais du coup, pour continuer sur ton exemple et rentrer un peu dans les maths, c'est qu'en fait, déjà, premier truc, la bourse, les ETF, tout le monde dit 10% par an, comme si c'était genre une garantie. Tu vois, maintenant, c'est devenu un ça me rend fou, ça. Non, mais t'inquiète, sur du long terme, je prends 10% par an. Mais gars, ça veut absolument rien. Mais n'importe quoi. Sur 30 ans, c'est que si tu fais les backtesting sur 30 ans, en moyenne, ça fait 10% par an. Du coup, mais ça veut dire que des fois, ça fait plus 4, moins 6, plus 12, moins 2. Chaque année, quoi. Plus de violence que ça, plus 20, moins 30. Et du coup, il faut être OK avec le fait de te taper un moins 30. Et tout le monde n'est pas câblé pour ça. Et nous, on connaît des gens, tu vois, qui ont vendu à la crise des tarifs douaniers. Tu vois. Moi, je suis pas câblé pour ça. C'est-à-dire que moi, je joue mon portefeuille, je vois moins 30, je suis pas serein. Ça me stresse. Moi qui suis un mec pas du tout anxieux. Moi, j'ai aucun stress dans ma vie. C'est vraiment un de mes... Je bénis tous les jours le Dieu de m'avoir fait ce tempérament-là. C'est qu'il y a quasiment rien qui va me stresser. Mais ça, pour le coup, ça me stresse. Parce que si demain, j'en ai besoin parce que j'ai un gros pépin, comment je fais ? Je ne peux pas les retrouver. Alors tout le monde me dit, oui, mais l'immobilier, c'est pas liquide. Oui, non, mais c'est pas liquide. Mais la valeur de mon immobilier, aujourd'hui, elle est figée.
Parce que surtout comme c'est de l'immobilier locatif, la valeur, elle est par rapport aux loyers qui sont encaissés, en plus des loyers qui sont garantis par une garantie Visale, une assurance loyer impayé. Donc si, ma valeur, elle est fixe. Quasiment, ouais. Et en fait, tu me tends la perche du coup pour rentrer dans l'exemple, c'est qu'en fait, on parle de 8-10% de hausse du prix des actions, mais on compare ça au rendement locatif. C'est-à-dire qu'on compare la variation de la valeur d'un stock à un flux. Ça n'a rien à En voir. fait, dans l'IMO, tu as le flux locatif et tu as la valeur de ton stock. Exactement. Et la valeur de ton stock, comme tu dis, elle est relativement figée, elle est beaucoup moins volatile, ça peut monter, ça peut descendre. Dans les grandes villes, c'est descendu récemment avec la hausse des taux. C'est pas du tout la même volate, ni la même, Le tu même vois, écart type rapidité. pour rester Ouais, c'est ça. mathématique. Et aussi rapidité, tu vois. C'est-à-dire qu'en bourse, tu peux perdre 10% en un jour. Oui. Et par contre, l'IMO ne baisse pas en 10% en un jour. Tu vois, tu peux Non. même pas le mesurer, la variation d'un jour. Et du coup, tout ça pour dire qu'en fait, sur l'IMO, ce qui est bien, c'est que tu as un effet de levier. Tu me diras que tu peux l'avoir dans la bourse, sauf que dans la bourse, tu peux te faire liquider si, Oui. si ta position baisse, alors qu'en IMO, tu as l'effet de levier, mais tu as un effet cliquet qui fait qu'en fait, si tu achètes quelque chose, c'est un propos qu'on a souvent tenu, si tu achètes de l'immobilier locatif qui s'autofinance, oui, le marché il peut baisser, mais tu n'es pas contraint de vendre au même moment, tu n'es pas contraint de constater la moins-value. Jamais je dirais à quelqu'un, tu ne seras jamais en moins-value, ça fait que monter. Oui, historiquement, ça fait plus ou moins 3% par an. Mais bien sûr que ça peut descendre, ça l'a fait récemment. Mais par contre, si ça s'autofinance et que tu as mis 10% d'apport, par exemple, bah en fait, tu t'attends la fin de ton crédit dans 20 ans. Est-ce que le marché aura été divisé par 10 ? Je pense pas. Donc du coup, logiquement, tu auras gagné. Peut-être pas ce que tu avais escompté, mais tu auras gagné. Et du coup, la variation de la valeur du stock, en fait, tu l'as subie, enfin tu choisis de la constater que si c'est bien. C'est-à-dire que généralement, on le voit, hein, les gens à qui on achète, ils repartent avec un chèque. Hein, ils repartent pas en se disant le fruit de la vente ne couvre pas l'hypothèque de ma banque. Tu vois, ça arrive assez peu. Donc du coup, ne serait-ce que le rendement avec l'effet de levier fait déjà beaucoup plus que la variation de la valeur du stock Bien sûr. sur 10 les fois valeurs plus. mobilières. Mais en plus, la variation de la valeur de ton stock, tu as aussi l'effet de levier dessus. Oui. Donc du coup, si je fais un exemple optimiste où tu as ton 60% de rendement sur fonds propres, plus, imagine tu gardes un bien 7 ans et il prend, je sais pas, qu'est-ce qu'on va faire de tête pour que ce soit 2% par an. 2% par an, 2% par an, mais sur un effet de levier de 10. Donc tu as pris 20% sur ton cash par an, en plus des 60. Donc tu as fait 80. Alors il y aura des impôts à la sortie. Mais par contre, tu l'as fait. Mais et en plus, rendement total, Ouais. du coup, ça fait quoi dans ton c'est exemple? immense. En rendement total, bah, si tu fais 80% par an en 7 ans, 7 x 8, ça va faire Plus nos 42. 60. 42, ouais, c'est ça. Donc 420%, tu as fait x5. Voilà. Ouais, enlève les impôts, tu as fait x4. Tu as multiplié ton capital par 4 en 7 ans. Tu te Là- rends compte, là mais où en tu- bourse- c'est pas Et de comparable. manière quand même assez prédictible. Et ça, il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à le comprendre. Et surtout les mecs qui disent non, mais moi, j'investis que dans les startups. Mais en fait, tu n'as pas compris. Ce n'est pas du tout la même chose. C'est pas comparable. Et tu viens de démontrer mathématiquement que ce n'est. En fait, il n'y a rien à voir. 400% en 7 ans, tu peux pas. C'est pas prédictible en investissant dans une startup, ni dans une crypto, ni dans les marchés financiers. Ça n'a rien à voir. Ça Mais n'a rien à voir. tu l'as vu, cette pub, bon, on peut le citer, hein, d'Anthony Bourbon, là, dit que, tu sais, on le voit en ce moment, il est pas mal sponsorisé. Tu sais, il y a 10 000 euros, et il dit, ouais, 10 000 euros, ça sert à rien d'investir dans l'IMO parce que tu vas pas acheter des garages. Mais gars, en fait, il a pas compris qu'avec 10 000 euros, tu peux lever 100 000, et qu'à 100 000, bah, Oui, t'achètes oui. pas un garage. Ah, mais tu vois, c'est des choses quand même, les gens sont pas éduqués à ça, en fait. Ouais, mais c'est là où tu te rends compte que, mine de rien, l'argent, c'est quand même à la fois Dieu, à la fois le diable. Hein. Parce que quand tu écoutes le discours d'Anthony Bourbon, pour l'avoir vu en conférence, etc., qui dit « Mais vous vous rendez pas compte, moi j'ai des amis qui prennent un jet privé pour aller de Paris à New York et faire l'aller-retour dans la journée pour aller voir leur maîtresse. Les vrais riches, ils font ça. Mais moi, je sais d'où je viens. » Il Ouais. a un discours clivant, en fait. Hein. Il y a un discours qui est clivant, mais il ne faut pas confondre ce qui est du ressort du marketing et ce qui est du ressort de ce qu'il pense vraiment. Je pense que déjà, ce n'est pas la même chose, parce qu'il y a ce qu'il faut dire pour vendre et il y a ce que tu penses véritablement. Et moi, j'ai énormément de mal à faire la distinction entre les deux, et j'ai énormément de mal à dire quelque chose que je ne pense pas, d'ailleurs je ne le fais pas. Et ça me porte défaut, parce que je pense que je pourrais générer plus de chiffre d'affaires, faire plus de ventes, accompagner plus de gens si je trichouillais un petit peu ou que j'arrondissais les angles alors que je sais qu'ils sont pointus. Mais effectivement, tu peux pas avoir ce discours de dire je sais d'où je viens et d'un autre côté de dire 10 000 euros, tu peux acheter qu'un garage. Non, mais en fait, il faut redescendre sur la vraie vie. Il y a des gens avec 10 000 euros qui achètent la résidence de leur vie. Et ça, c'est la plupart des Français. Hein. La plupart des Français, Ça serait avec 10 intéressant, 000 euros, ils achètent une maison à 150 000, 200 000 euros, grosso modo. Hein. Aujourd'hui, mais ça, c'est la plupart des gens. Ça, c'est la vraie vie. La vraie vie, c'est pas des gens qui achètent un appart à 800 000 euros à Paris ou à Lyon, place des Terreaux. Ça, c'est pas la majorité des gens. La majorité des gens, ils sont dans un appartement ou dans une maison qui vaut entre 100 et 300 000 euros. Et d'ailleurs, une bonne partie des gens ne sont pas propriétaires. Ah bah non, clairement. Ouais. Et encore, en France, on a la culture d'être propriétaire. Mais tu vois, moi, par exemple, je me souviens, mon premier appart,
je l'achète à Dijon, bah, pour le coup, tu vois, je mets 10 000 euros à peu près d'apport, même peut-être un peu moins. Je l'achète 100 000, je le rénove moi, donc tu vois, ça me revient pas grand-chose. Aujourd'hui, tu vois, il est valorisé 135 000 euros. Il me reste 80 000 euros à amortir, tu vois, avec ces 10 000 euros-là. Autofinancement, avoir un peu de cash flow, mais 100 euros de cash flow, on va même pas les compter. Mais tu vois, je me rends compte que quand même, bah non, enfin, le multiple, il est quand même assez fou, tu vois. Et j'aurais pu le mettre peut-être sur, des ETF, j'aurais peut-être pu le mettre en bourse, j'aurais peut-être pu gagner plus. Mais tellement prédictible. Et puis tu vois, bah là, voilà, je ne l'ai pas vendu, j'en ai pas forcément besoin. Et c'est hyper intéressant de se dire, bah, en fait, si le marché il est en hausse, je pourrais prendre l'opportunité de le vendre. Et puis si bah, en fait, je suis en moins-value, etc., bon, bah, je peux attendre parce qu'en fait, j'ai un locataire en place et que ça s'autofinance largement, quoi. Mais après, là, on parle d'immobilier comme on sait le faire nous, tu vois, mais il y a d'immobilier aussi. Enfin, je sais plus, vous l'avez vu cette émission avec, je sais plus quelle, c'est une directrice de je sais plus quelle. Société Nexity, donc, qui font du neuf, et la meuf la dame elle passe dans C'est à vous là, et elle dit ouais, l'immobilier c'est fini, ça sert plus à rien d'investir dans l'immobilier locatif, quoi. Mais tu vois, mais en vrai, tu vois, t'es madame, je sais pas, t'es madame Dumont, t'as 45 ans, tu regardes ça, tu fais si la dame de Nexity elle dit qu'il faut pas le faire, alors les gens ils sont déconnectés de la réalité. Ah, c'est ouf, hein. Non mais tu te rends compte de ce qu'elle dit? Ah ouais, mais oui, moi je suis actionnaire de Nexity. Mais je veux dire, le soir même, elle n'a plus de travail. Comment est-ce que tu peux être à la tête de Nexity, qui est non seulement un promoteur immobilier, mais aussi des agences de gestion, et dire l'immobilier en France est fini? Je sais plus comment elle le dit. Si elle le dit. C'est locatif. L'immobilier locatif en France, c'est fini. Mais pour moi, c'est une faute professionnelle. Voilà, l'immobilier locatif n'est plus intéressant. En gros, c'est fini, quoi. Ça non, mais c'est peut-être pour pleurer qu'il n'y a plus de Pinel et que du coup, ils vendent qu'ils vendent moins de neuf. Ouais, mais déjà, ils en vendaient moins avec la hausse des taux d'intérêt. Mais tu peux pas dire ça à la télé. Non, bien sûr. Et puis, tu peux pas dire ça avec les responsabilités que tu as. Enfin, j'espère que les gens qui gèrent vraiment Nexity, ils ont vu cet extrait et qu'ils l'ont appelé et qu'ils lui ont dit qu'elle n'avait plus de travail. Enfin, tu te rends compte? C'est comme si moi, demain, ma secrétaire, elle dit à mes patients « Ah, vous savez, les vaccins, on n'est pas trop sûr de ce qu'ils mettent dedans. » Ah, c'est un peu le même parallèle. Ouais. C'est exactement la même chose. Ah, je ferais pas de vaccin. T'es malade. Déjà, d'où tu prends la responsabilité de dire ça à un patient qui n'est pas le tien, et d'où elle prend cette responsabilité de dire ça à la télé du poste où elle est, tu te rends compte? Et je veux dire, mais surtout qu'elle parle, aucun sens. Elle parle un peu, enfin là, tu vois, t'as l'impression qu'elle est le porte-parole de la profession immobilière, tu vois, ou des locatifs, alors que moi, cette personne-là me représente absolument pas. Et on n'a jamais aussi bien acheté que ces dernières années. Et pour moi, c'est un moment excellent pour faire de l'immobilier. Mais du coup, là, c'est sur France 5. T'es sur le plateau, il n'y a pas une personne qui la contredit. Tu vois, genre, en fait, elle balance son truc et puis les gens, ils sont là, ah ouais, d'accord, tu vois, ils acquiescent. Et en vrai, je me dis, putain, mais moi, ça me fait chier de me dire, t'as des gens comme ça. Et tu vois, c'est l'immobilier, parce qu'en fait, c'est sûr que l'immobilier Pinel, la loi, il n'y a plus de Pinel aujourd'hui. Investir dans du Pinel en locatif, je pense pas que ça a été une excellente idée. Enfin, c'est pas de l'immobilier comme nous on le ferait en tout cas. Et en fait, tu te dis, ça fait chier qu'une personne comme ça. Enfin, tu vois, je prends un exemple tout con. Peut-être on a des actionnaires de la foncière ce soir-là qui ont regardé cet épisode. Ils ont fait, ouais, c'est vrai que je voulais mettre, j'ai n'importe quoi, X milliers d'euros en plus. En fait, je vais pas le faire parce que si la PDG de Nexity ou elle dit ça, c'est qu'elle sait de quoi elle parle. C'est ça. En fait, non. Parce que probablement que la PDG de Nexity. Je sais pas si c'est la PDG, je pense que c'est la PDG. Je sais plus, mais l'extrait se retrouve facilement sur Internet. Mais je veux dire, il faut pas prendre l'exemple d'une personne qui vit à Paris, dans le Marais, qui va dans un club de paddle où tout le monde a une Rolex à la main et en disant ce que lui voit dans son quotidien, c'est la vraie vie. Ce n'est pas la vraie vie. Et on le voit bien, on a parlé des députés la dernière fois, etc. Les gens vivent dans la stratosphère. Si tu veux voir ce que c'est la vraie vie, tu viens... dans n'importe quel quartier de France, tu vas faire les restos du cœur le soir et ça, c'est la vraie vie. Le quotidien des gens, c'est plus proche des restos du cœur que d'avoir une Rolex dans le Marais à Paris. Sauf que les directeurs des boîtes de promotion immobilière et une bonne partie des gens qui passent malheureusement sur BFM TV, il y a beaucoup de gens qui sont déconnectés de la vraie vie. Tu vois ce que je veux dire, et moi j'ai l'impression d'en avoir une bonne représentation parce que moi aujourd'hui j'ai vu 5 personnes qui venaient pour un renouvellement parce qu'ils ont une toxicomanie, donc un renouvellement, ce qu'on appelle du Subutex, un substituant. J'ai vu des gens qui n'avaient pas de logement, j'ai vu des personnes qui viennent de l'immigration, qui n'ont pas encore de papier, pour lesquels je fais des soins médicaux gratuits. Mais ça, c'est la vraie vie. C'est je veux dire, le quotidien moyen des Français, c'est ça. C'est pas d'avoir son chauffeur privé qui vient chercher chez toi le matin, qui t'emmène dans les bureaux de Nexity et de fréquenter que des cadres qui gagnent 6, 7, 8, 10 000 euros par mois. Donc, je veux dire, il y a un moment donné, il faut remettre les choses dans leur contexte. Et le vrai immobilier locatif, c'est une hérésie de dire que ça ne vaut plus le coup en France. Moi, j'étais à Dubaï la semaine dernière. J'ai discuté avec des gens qui investissent à Dubaï et tous m'ont dit « Ah, en France, vous avez de la chance. Hein.
Et on dirait ça en France. Il dit, mais non, c'est à toi, à Dubaï, qui a de la chance. Il me dit, non, mais vous vous rendez pas compte. Nous, à Dubaï, on fait un achat, on nous demande 20% d'apport. On fait le deuxième, on nous demande 40% d'apport. Il dit, mais Timothée, moi, 40% d'apport sur un appartement à 350 000 euros pour derrière faire de la location courte durée, je peux le faire une fois, mais après, c'est fini. Parce que tu as beau habiter à Dubaï, tout le monde ne gagne pas 50 000 euros par mois à Dubaï. Enfin, tu vois ce que je veux dire? J'avais l'exemple d'un ami chez qui je suis allé manger, qui est cuisinier, qui me dit, voilà, moi, j'ai pu faire la démarche une fois, deux fois. Il me dit, je l'ai fait une fois en France. La banque, pour financer, je ne sais plus, 200 000 euros, elle m'a demandé 6 000 euros d'apport. Je veux dire, n'importe où dans le monde, c'est imbattable. Le rendement sur fonds propres que tu peux aller chercher, c'est imbattable. Tu ne peux pas faire mieux. Alors certes, avec une fiscalité qui est importante, mais faites-le, pour les gens qui nous regardent, le jeu de tout mettre bout à bout, et vous verrez qu'en termes de rendement sur fonds propres, on est dans un paradis pour faire de l'immobilier en France. Enfin, je ne sais pas si vous partagez cet avis avec moi. Une manière de le dire, c'est qu'on est dans un enfer fiscal, mais un paradis bancaire. Exactement. Mais après, tu vois, pour revenir sur les gens qui sont un peu dans leur bulle, en fait, ce qui est hyper intéressant avec l'IMO, c'est qu'il n'y a aucun marché qui se ressemble, c'est hyper hétérogène. Et du coup, en fait, des appartements parisiens dans des immeubles haussmanniens, c'est pas la même chose que l'immeuble dans lequel on est. C'est pas la même chose que dans d'autres pays, des appartes à 100 000 euros du mètre carré à Monaco, des choses à Dubaï où le marché il évolue très vite, des grottes troglodytes, des places de parking, des locaux industriels, des locaux commerciaux. Tu peux tout imaginer, il y a énormément de choses qui sont de l'immobilier en fait. Et du coup, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que déjà, tu as une infinité de typologies, une infinité de manières de les travailler. On en parlait la dernière fois avec le gars qui prenait des participations dans ses locataires, et une infinité de localisation. Donc c'est ça aussi qui fait que, tu vois, en France, il n'y a pas de boîte immense qui posséderait 50% du parc locatif privé, tu vois. Parce qu'il y a de la place pour plein de petits acteurs. Il y en a des plus gros que d'autres, des CPI, des foncières, mais tu vois, il n'y a pas une boîte qui va cannibaliser tout le marché. Parce que trop de spécificités locales, et du coup, il y a la place à l'artisanat, en fait. Tout à fait. Ouais, mais du coup, ce qui est un peu, tu vois, là, je suis d'accord parce que c'est un métier de paysan. Et toi, tu connais l'immobilier, donc tu sais qu'il y a toutes ces variantes entre guillemets. Mais tu vois, pour quelqu'un qui regarde TF1 à la télé, tu dis immobilier en crise, c'est tout l'immobilier. Oui, tu as l'impression que tout va baisser. Et en fait, toi, tu es éduqué parce que voilà, tu en as fait ton métier, mais je sais pas, n'importe qui quand tu t'y intéresses, t'es éduqué. Mais en fait, tu as plein de gens, ils font l'amalgame, tu vois. Ouais, bien sûr. C'est ça qui est dangereux. Enfin, je trouve ça pas. Moi, je pense que, comme le disait l'oncle de Spinerman, un grand pouvoir implique une grande responsabilité. Et pour moi, quand tu es un cadre dirigeant d'une des plus grosses sociétés de promotion immobilière en France et d'un des plus gros groupes d'agences de gestion immobilière en France, tu n'as pas le droit d'avenir sur un plateau télé et de dire l'immobilier locatif en France, ça ne vaut plus le coup, sans avoir un argument chiffré derrière. Mais je suis d'accord. Mais surtout que tu vois, aucun. Moi mais quand t'as pas le droit de vois faire ça. Tu vois, pour le coup, l'immobilier, ça a changé ma vie. Mais vraiment, tu vois, genre, je suis à classe moyenne, mes parents, j'avais pas plus d'argent que ça. J'ai fait un prêt étudiant pour mes études. Et l'immobilier, ça a changé ma vie. Et dans 15 ans, 20 ans, je serai riche grâce à l'immobilier, tu vois. Et en vrai, c'est à la portée de n'importe quelle personne qui a une bonne situation CELI de base, tu vois, et qui après a envie, etc. Et en fait, c'est ouf de te dire que tu as une meuf là qui dit ça à la télé et qui en fait peut-être va casser le rêve de gens, enfin tu vois, qui se sont levés à un gamin de 18 ans qui avait un peu envie, fait oh putain, quand même si Nexity, la patronne elle dit ça, je suis mal barré quoi. Et c'est ça, tu vois, des fois moi je me dis putain mais taisez-vous qu'en fait. Si tu sais pas de quoi tu parles, peut-être ton immobilier locatif dans le neuf Pinel est mort. Oui, ok, mais si tu parles le pas Pinel, en mon ce nom. n'est pas l'immobilier Parle locatif. pas en mon nom, si tu veux. Et ça m'énerve des fois. Tu vois. Ouais, je suis d'accord. Tu as aussi le problème de la surquantité d'informations. C'est que d'un côté, tu as ces gens qui disent ça à la télé, de l'autre côté, les mecs sur Insta qui disent t'es rentier en un claquement de doigts, il n'y a pas d'apport, rien du tout, pas d'effort. Et en fait, tu es bien conscient qu'entre les deux, il y a peut-être une vérité, mais alors où la placer quand tu es de l'extérieur, c'est hyper compliqué tu vois, Ouais, de te faire un avis. Ah, mais après, c'est à toi d'être intelligent et de switcher entre ces deux mondes, tu vois. Mais il y a des gens qui n'ont pas forcément du coup ce recul-là. Et tu sais, quand tu es jeune, tu n'as pas forcément ce recul parfois, tu vois. Et en fait, où tu as des parents, je sais pas, tu vois, un gamin de 16 ans qui dit je veux faire de l'immobilier, la mère, elle a regardé C'est à vous le soir, elle fait non, fils, c'est pas le bon moment de faire de l'immobilier. Alors qu'en fait, ça se trouve, c'était peut-être un truc qui a lui changé la vie, tu vois. Et ça, c'est un peu frustrant quand même. Mais demain, tu as un mec qui dit sur un plateau de TD, quand vous êtes fait vacciner contre telle maladie, en fait, ça vous a apporté des cancers. Et le mec, il dit n'importe quoi, forcément, tu as plein de gens qui vont regarder, qui vont dire non, mais le mec, il est professeur de médecine, c'est un grand médecin et tout. Il nous dit que les vaccins, c'est quand même un peu dangereux, on ne sait pas ce qu'on met dedans, etc. Mais en fait, tu ne peux pas dire ça. Tu vois ce que je veux dire ? C'est pas possible. Tu as une responsabilité de par le poste que tu occupes et encore plus. Je fais un parallèle avec la médecine parce que je pense à ça et c'est quelque chose qu'on a énormément vu pendant la crise du Covid-19 où
Il y a eu plein de gens qui sont passés à la télé et on voyait qu'au 1er mars, ils disaient un truc, puis un mois après, ils disaient l'inverse de ce qu'ils avaient dit, mais évidemment sans préciser qu'ils s'étaient trompés et pourquoi ils s'étaient trompés et quel est le raisonnement qui les a amenés à ça. Et je pense que c'est en grande partie pour ça que tous les jours, aujourd'hui, on est en période de vaccination pour le Covid-19 et la grippe qui arrive au début de l'hiver. Tous les gens, j'ai des gens qui me disent « Ah, moi, je me suis toujours fait vacciner, mais depuis le Covid, je ne me fais plus vacciner. » Ah bon, pourquoi? Il dit parce que vous vous rendez compte, comment vous voulez qu'on ait confiance en vous? Qu'est-ce que tu veux répondre à ça? Qu'est-ce que tu veux répondre à ça? Il dit je suis désolé, alors tu essaies quand même d'avancer des choses parce que toi, tu sais les fondements scientifiques qu'il y a derrière, tu sais, parce que moi, je vois tous les jours à l'hôpital des gens qui vont décéder d'une maladie respiratoire, des personnes âgées parce qu'elles ont eu la grippe ou elles ont eu le Covid. N'importe quelle personne qui a travaillé aux urgences a déjà constaté ça. Mais quand tu ne l'as pas constaté, toi, tu sais qu'il y a Tata Jacqueline qui t'a dit « Ah bah moi, la seule fois que je me suis vacciné contre la grippe, c'est l'année où j'ai eu la grippe. » Et évidemment, tout le monde relaie ce message-là, mais on ne parle pas de tous les gens qui ont été sauvés grâce au vaccin contre la grippe. Donc, tu ne peux pas, je pense, quand tu as une position sociale, un métier à responsabilité, ou quand tu dis quelque chose, les gens vont t'écouter, il faut que tu fasses attention de ne pas dire de bêtises. Je pense. Je suis d'accord, et à tous les niveaux, soit à vendre du rêve aux gens, soit du coup affoler les gens pour pas grand chose. Mais je suis d'accord. Et puis en plus, c'est les extrêmes qui font réagir, tu vois. Ouais, si tu dis je me suis fait vacciner, tout va bien, merci, au revoir, finalement ça fait pas de. C'est le jeu du buzz, ça fait pas de réaction. Elle, encore une fois, moi demain je suis président-directeur général de Nexity ou actionnaire majoritaire de Nexity. Je suis le dirigeant de Blackstone, de BlackRock, de tout ce que tu veux. J'entends ça, je me dis mais attends, on vend de l'immobilier locatif et tu dis publiquement sur un plateau télé que ça ne vaut plus le coup, mais j'espère qu'il y avait une stratégie, derrière parce je qu'en pense vrai, pas, mais comment tu veux qu'il y ait une stratégie? Ça n'a aucun sens. C'est comme si demain, moi, je suis fabricant de médicaments et que je dis vous savez, les médicaments, le moins on en prend, le mieux on se porte. Non, mais c'est un peu ça le parallèle. Ouais. Attends, le directeur général du laboratoire, il va m'appeler, il va me dire attends, qu'est-ce que t'as foutu? Pourquoi t'as dit une chose pareille? Et sur quelle data tu te bases pour le dire? Je pense qu'il faut quand même remettre les choses dans leur contexte. Trop bien. En tout cas, merci pour tous ces débats. C'est des débats intéressants. Bon, des fois, il n'y a pas toujours de réponse uniforme, mais l'idée, encore une fois, du podcast, c'est d'éveiller les consciences et de faire en sorte que les gens puissent réfléchir par eux-mêmes et se faire leur propre avis. N'hésitez pas, les amis, à checker dans la description nos différents réseaux sociaux. On y poste pas mal de contenu dans le but de partager notre message, une part du message qu'on véhicule dans ce podcast. Encore une fois, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires le nom du podcast qui vous paraît super pertinent. Soyez super créatifs. Nous, on fera un petit peu la liste et puis on réfléchira à ce qui nous semble le plus pertinent, le plus marrant, en tout cas le plus adapté pour ce qu'on essaie de véhiculer à l'intérieur de celui-ci. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager à quelqu'un autour de vous. Ça nous aide énormément pour le référencement de la vidéo sur YouTube et pour faire connaître cette belle matière de l'immobilier. Merci Antoine, merci Charles. Et merci puis on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Merci à toi. À bientôt. Ciao, ciao.